Bravo pour votre courage et votre intérêt pour ce pays et cette société folle et géniale qu'est la société et le pays de l'Iran. Cette table ronde est organisée à l'initiative d'Orient 21. Vous connaissez tous, je pense, le site internet Orient 21, qui depuis plusieurs années publie tous les jours, sauf le week-end, un article bref de 2-3 pages, 3-4 écrans, sur le Moyen-Orient, depuis le Maghreb jusqu'à l'Afghanistan. Une façon de voir qui n'est pas ce qu'on trouve dans les journaux habituellement, fait par des anciens universitaires ou des universitaires, par des anciens diplomates, par des experts, par des journalistes. Et ce travail est un travail de journalisme, c'est une revue en ligne, c'est un journal en ligne qui maintenant a pas mal de succès et est devenu une référence. Donc, c'est Orient 21, 21 c'est XX1 en chiffre romain, .org, oui, .org, .info. Si ça ne marche pas à l'un, vous chercherez l'autre et ça finit par arriver. Vous faites Orient 21 et vous tombez tout de suite sur le site. Et qui est donc important, et c'est devenu un des forums les plus intéressants sur le Moyen-Orient, qui, vous le savez, est une zone qui ne pose aucun problème. Donc, pour en discuter, deuxième question qui se posait, deux intervenants, Myriam Mlicheli et Michel Makinski, étaient libres pour 15 heures, ils s'étaient libérés, ils ne pouvaient pas se libérer pour 13 heures. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Armin Arefi, qui est journaliste au Point et qui a été longtemps en Iran et qui a dû en partir un peu vite en 2007, mais qui est revenu ensuite et qui depuis suit l'Iran pour le Point avec précision. Et il vient de publier il y a quelques jours ou quelques heures un livre qui s'appelle Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique d'Iran, chez Plomb en 2018. Il avait publié quelques années auparavant Dentelle et Tchador, la vie dans l'Iran des mollahs en 2014. Et donc c'est un des rares journalistes qui va sur place, voit bien le pays de l'intérieur et connaît et peut analyser des choses avec subtilité. Le deuxième intervenant est Azadeh Kian, qui est bien connu, je pense, de la plupart d'entre vous, qui est un professeur de sociologie à l'université Paris Diderot et qui a depuis longtemps travaillé sur les femmes en Iran, pas simplement gender studies, mais globalement sur la politique iranienne, l'évolution de la société iranienne dans tous ses aspects, et particulièrement l'évolution des femmes. Son principal livre, ce qui était le point de départ de ses publications académiques, c'est publié déjà en 2002, Les femmes iraniennes entre islam, État et famille, chez Maisonneuve. Et elle vient de publier, il y a quelques jours, avec Luciane Diren-Berger, qui est une de ses anciennes étudiantes, État, nation et fabrique du genre, des corps et des sexualités, Iran, Turquie, Afghanistan, à l'Université de Provence. C'est publié il y a quelques semaines, je crois. Ça va paraître. Ça va paraître, il y a quelques jours de retard. Et le deuxième, qui va paraître également dans quelques jours. Le 7 mars. Le 7 mars, chez Michelon, qui s'intitule Femmes et pouvoirs en Iran. Femmes et pouvoirs en islam. Parce que, heureusement, Azadeh a réussi à sortir du piège iranien, qui est forcément le centre du monde, mais ce n'est pas tout à fait le centre du monde, même s'il y a des Iraniens dans la salle qui diront non, l'Iran est le centre du monde, et ce qui se passe à la périphérie n'est pas intéressant. Mais Azadeh, justement, parce qu'elle a travaillé sur l'Égypte notamment, a cette capacité de comparaison. Donc nous allons essayer de voir aujourd'hui l'Iran 40 ans après. 40 ans, vous savez, les manifestations pendant la Révolution se déroulaient de 40 jours en 40 jours, un chiffre un peu symbolique, un chiffre bénéfique. Et récemment, le président Rouhani disait bon, écoutez, on nous avait dit que ça durait 15 jours, et 40 ans plus tard, on est toujours là. Pensez-en ce que vous voulez, mais c'est un fait. Effectivement, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi, 40 ans plus tard, la révolution islamique, la révolution iranienne, qui a mis en place un pouvoir clérical, est toujours en place 40 ans plus tard, avec une assez bonne légitimité finalement par rapport à beaucoup d'autres pays de la région, qui avait même réussi en 2015 à être reconnu officiellement par les États-Unis, alors que jusqu'avant, les États-Unis ne prononçaient pas le mot République islamique d'Iran, ils disaient le régime iranien, qui devait disparaître dans 15 jours. Donc l'Iran est là, avec ce régime qu'il a, ce gouvernement qui est là. Et la question que je me pose, c'est comment en est-on arrivé là ? Je céderai la parole à mes deux amis tout à l'heure, et pour qu'on arrête, grosso modo, vers 14 heures, nos interventions, pour vous laisser la parole et questionner de 2h à 2h30, il faut qu'on arrête impérativement à 2h29 pour libérer la salle. J'étais donc, le hasard a fait que j'étais en Iran, je suis arrivé le jour d'Aïd el-Fitr 1978, c'est-à-dire le jour de la fin du Ramadan, le jour de la première grande manifestation organisée par l'ayatollah Talleyrani à Téhéran. Et à cette époque-là, pourquoi la révolution contre le Shah? Sur les droits de l'homme. La grande question, c'est des droits de l'homme. Carter avait pris le pouvoir aux États-Unis,
Et le gouvernement du Shah, ami des Américains, ne pouvait pas continuer à gouverner comme il le faisait de façon despotique avec cette tâche des droits de l'homme. Et donc, les droits de l'homme ont mobilisé toute la population, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La droite, la gauche, les libéraux, les nationalistes, les communistes, les trotskistes, les religieux, tout le monde affichait cette volonté de droits de l'homme respectant la liberté. Et d'indépendance aussi, l'Iran étant de facto dominé par les États-Unis, l'ambassadeur américain allant tous les jours au palais de Niavaran pour dire au Shah ce qu'il fallait faire, mais vrai ou faux, c'est plus ou moins vrai. Les Iraniens, très nationalistes, ne supportaient pas d'être ainsi infantilisés. Donc, indépendance, c'était important. On est 3 ans après la chute de Saïgon. L'impérialisme américain, ça existe. C'est l'opposition des Pershing et des 16-20. C'est l'opposition des 2 blocs de la guerre froide. Et donc, l'Iran est en plein dans cette bataille. Et donc, indépendance, liberté sont des slogans que partage tout le monde. Et toutes les forces politiques, finalement, même ceux qui étaient pour le Shah, qui n'étaient pas contre lui pour son progrès économique, son développement, son ouverture au monde, qui n'était pas contesté par beaucoup d'Iraniens, mais en matière de droits d'homme, ça n'allait pas, et domination politique, ça n'allait pas non plus. Donc, il y avait un consensus pour que le Shah s'en aille. Bon. Ensuite, pour faire une révolution, il ne suffit pas de réciter des poèmes. Les révolutions iraniennes avaient commencé avec des poèmes en 1977, des poèmes à l'Institut Goethe, l'Institut allemand. Au début, il y avait 100 personnes, puis 200, puis 3000, puis 10 000. Parce qu'effectivement, la poésie, depuis qu'Hafez à Shiraz s'opposait aux Mongols, il y a une tradition d'opposition par la poésie. Mais que s'est-il passé? Évidemment, la police a dispersé les manifestants. Ce n'est pas avec 10 000 intellectuels de gauche pour la liberté que vous allez renverser un régime comme celui du Shah. Il fallait effectivement que la population iranienne dans son ensemble, c'est-à-dire concrètement les religieux, la société religieuse, les Iraniens sont musulmans chiites, l'Iran est devenu indépendant de l'Empire ottoman au XVIe siècle autour du chiisme, et donc ça fait partie de la base de la population, comme les Français, il y a un siècle, étaient tous catholiques à 99%. Et donc c'est le fait que pour pouvoir renverser le Shah, il fallait bien que tout le monde y soit, y compris tout le monde. Et y compris quelqu'un qui soit un leader, qui soit accepté par tout le monde. Et donc Khomeini est apparu effectivement en 77-78 comme un leader capable de pouvoir cristalliser tout le monde provisoirement, le temps de trouver un gouvernement qui convienne. Et ça coïncidait d'ailleurs très bien avec la politique de Velayat Afari que Khomeini a mis en place. Khomeini a étudié Platon. Dans la République de Platon, le gouvernement est aux mains des gens les plus savants, les plus justes, les meilleurs de la société. Et pour un religieux islamique, c'est évidemment les oulémas, qui sont les meilleures personnes en cas de crise pour gérer une société. dont le but était de renverser le Shah avec les meilleures personnes à la tête, Khomeini par exemple et ses amis. Et une fois que le gouvernement dangereux est tombé, un nouveau système se met en place et le clergé se retire. Voici ce qui était écrit dans le texte. L'histoire, évidemment, a été différente. On essaiera de voir pourquoi. Donc la question, je ne l'ai pas, la réponse au pourquoi, mais nos amis vont peut-être y contribuer à trouver une explication à cette énigme. Pour en dire deux mots, la répression existe, c'est un fait. Mais dans tellement de pays du monde, elle existe. À l'époque du Shah, ça existait aussi, ça n'a pas empêché la révolution. Les méthodes ont changé. Mais ne pas oublier qu'à l'époque, c'est des cassettes, des mini-cassettes qui ont permis la révolution. C'était le top du top en matière de communication. Aujourd'hui, c'est Twitter, c'est Internet, mais comme à l'époque de la réforme en Occident, c'est l'imprimerie qui a permis à Luther de gagner sa bataille pour l'indépendance, pour la création du protestantisme. Il faut noter aussi qu'il y a une pression extérieure, que ce soit le coup d'État contre Mossadegh qui a bloqué les choses, que ce soit la prise du pouvoir par les États-Unis sur le Shah qui faisait que ça ne bougeait pas, que ce soit ensuite la guerre Irak-Iran, que ce soit maintenant encore Trump qui se retire de l'accord sur le nucléaire en déchirant un accord international, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire, un tel accord. Donc les Iraniens ont certainement des responsabilités à l'intérieur, le gouvernement iranien certainement aussi, la communauté internationale aussi. Et entre ces trois critères, quel est le bon pour expliquer pourquoi on est arrivé là aujourd'hui? Alors, deux interventions. D'abord Azadeh, pendant une quinzaine de minutes, sur femmes et politique en Iran et société en Iran. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Bernard. Bonjour à tous et toutes et merci d'être là à l'heure du déjeuner. Vous êtes vraiment très courageux. Écoutez, moi, je vais parler très brièvement, pendant 15 minutes environ, je pense, de bilan de la République islamique quant à la question des femmes. Les femmes, c'est vraiment très important, puisque si vous regardez l'ensemble des mouvements islamistes dans le monde, y compris d'ailleurs en Iran, le régime islamique, c'est autour des statuts des femmes que ces mouvements ont des revendications, pas sur l'économie, ils sont tous d'accord pour l'économie libérale, en
en gros, mais c'est sur le statut des femmes et sur le droit familial qu'ils veulent introduire des changements. Et raison pour laquelle les femmes en Iran, dès le départ, sont un enjeu politique, un enjeu donc de pouvoir. Et c'est autour d'elles qu'on voit à quel point, par exemple, la question de voile, la question de ceci et cela devient aussi important. Et donc, très brièvement, je pense que pour parler des femmes, et je vous donne tout de suite ma conclusion, je pense qu'il s'agit d'un pas en avant, 2 pas en arrière. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce que si je périodise ce qui se passe, je peux vous présenter 4 périodes principales, bien sûr. 79-89, c'est la période qu'on appelle la période révolutionnaire. Pendant cette période, les lois qui avaient été adoptées sous le Shah et qui étaient largement au profit des femmes, ont été rétractées au profit en fait d'une sorte de loi islamique qui montre une interprétation très traditionnaliste d'ailleurs de l'islam. Donc les femmes vont perdre une partie importante de leurs droits civils tout en gardant leurs droits politiques. N'oublions pas que les femmes ont constitué des actrices très importantes pendant la Révolution, et c'est ça d'ailleurs qui a fait, quand je dis la Révolution, je ne parle pas de février 79, je parle quand même d'un mouvement qui a commencé dès 77, comme Bernard l'a évoqué, et donc les femmes étaient très présentes, et c'est ça qui a fait que l'ayatollah Khomeini a rétracté d'ailleurs ses précédentes positions par rapport, par exemple, à la question de femmes et politique, en disant non seulement les femmes peuvent faire la politique, c'est leur droit effectivement. Et donc les femmes ont maintenu leurs droits politiques, mais ont perdu leurs droits civils pendant cette première période. Alors c'est la période où aussi les femmes modernes qui travaillaient sous le Shah ont été exclues, ont perdu leur emploi, et donc où ce sont des femmes islamistes qui ont assuré leur mobilité sociale, donc grâce à cette politique d'exclusion. C'est la période aussi de la guerre Iran-Irak, septembre 1980. Donc c'est une période où on a beaucoup de veuves, orphelins, et il n'y a absolument aucun programme spécifique aux femmes dans le programme donc de gouvernement. Et donc c'est une période aussi où des femmes qui travaillaient dans l'industrie ont perdu leur emploi puisque, comme vous le savez peut-être, pendant la guerre, l'industrie est normalement orientée vers l'industrie de guerre, et beaucoup de femmes ont perdu leur emploi. Donc, c'est une période très difficile. Jusqu'en 89, jusqu'à la fin de la guerre Iran-Irak, l'arrivée au pouvoir du président Rafsanjani, c'est une ère nouvelle qu'on appelle la période de la reconstitution, et où effectivement il y a, moi je ne parle pas d'autres aspects seulement des femmes, il y a une certaine pression sociale qui s'exerce bien évidemment de la part des femmes elles-mêmes, y compris de la part des femmes islamistes qui, au début de la Révolution, effectivement, avaient soutenu le régime contre les autres femmes. Et donc, c'est là qu'on voit l'émergence du Bureau des affaires des femmes, dès 1991, sous le gouvernement de Rafsanjani, et un certain nombre de, disons, lois commencent à changer à propos des femmes. Par exemple, les femmes, jusqu'en 1993, ne pouvaient pas accéder à un certain nombre de spécialités universitaires, le droit, la gestion, un certain nombre de branches de médecine, etc. Donc ces interdictions seront levées. Et il y a eu aussi une certaine amélioration grâce, encore une fois, aux luttes des femmes elles-mêmes en ce qui concerne les droits des enfants, mais pas de changement réel dans le statut légal des femmes. Puis, on constate aussi, en 1992, l'émergence de ce qu'on appelle la presse féminine, une presse qui va jouer un rôle très important parce qu'il y a un défi lancé par ces magazines féminins, en particulier Zanan, qui veut dire les femmes, mais aussi Farzaneh, une revue, de la part des femmes qui, au début, se disaient islamistes et révolutionnaires, qui commencent en fait à mettre en question de façon frontale cette interprétation traditionnaliste du Coran et des lois
islamique, et donc là où les droits des femmes sont effectivement mis en avant. C'est une période, je pense, très importante. Et en même temps, 95, c'est la conférence de Pékin et la prolifération des ONG de femmes partout dans le monde, y compris en Iran, de sorte que leur nombre passe de 50 à près d'un millier dans l'espace d'une décennie. Donc, on constate effectivement la globalisation qui arrive aussi en Iran. 97, l'arrivée, l'élection du président Khatami, réformiste, à laquelle les femmes ont vraiment très activement participé. J'ai fait des enquêtes et donc j'y étais, et donc j'ai posé beaucoup de questions aux femmes qui votaient. Et bien évidemment, elles me disaient, mais bien sûr qu'on va voter pour Khatami, parce qu'en face, il y avait effectivement un candidat du système. Khatami n'était pas le candidat du système, et donc les femmes avaient beaucoup d'espoir de changement dans leur statut légal, mais aussi pour acquérir un certain nombre de libertés, d'autant que Khatami avait effectivement ce discours. Alors, 97, il arrive au pouvoir, pas de femme ministre, et seule une femme très proche de Khatami d'ailleurs, qui est nommée par lui vice-présidente, donc Madame Ebtekar, d'ailleurs une ancienne étudiante de la ligne de l'imam. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les femmes et la société civile iranienne qui émergent, Bernard, éteins ton portable, qui émergent, absolument, 50. Il y a en l'an 2000 les élections législatives où les Iraniens votent de nouveau massivement pour les réformistes, et où il y a un certain nombre de féministes musulmanes qui arrivent effectivement à l'Assemblée et qui commencent à proposer réellement des projets de loi pour changer le statut légal des Iraniennes, et en même temps l'adhésion de l'Iran à la CEDEAO ou la CEDEF, qui sera votée par le Parlement, rejetée par le Conseil de surveillance. Donc, j'ai oublié de dire, par exemple, parmi les lois qui avaient été votées tout au début de la Révolution, l'âge minimal au mariage des filles, qui était de 18 ans sous le Shah, a été ramené à 9 ans. 9 ans, c'est aussi l'âge légal, ce n'est pas seulement l'âge minimal de mariage, c'est aussi l'âge légal des filles. Et donc, ce Parlement, 6e Parlement réformiste, parvient à un petit peu augmenter l'âge minimal, qui est maintenant de 13 ans. Et depuis, elles n'ont pas réussi à augmenter davantage. Voilà. 97, c'est aussi l'année où beaucoup de femmes continuent à défier les conservateurs, le Conseil de surveillance, en portant leur candidature à la présidentielle. Il y en a 8, dont Mme Azam Talrani, qui était parmi les plus connues d'entre elles. Et puis, depuis, elles n'ont pas arrêté. Vous ne le savez peut-être pas, mais par exemple, on est arrivé jusqu'à 100 candidates lors des autres élections présidentielles. Tout ça pour en fait dire aux conservateurs, alors on est là, on est actifs, on vous défie, même si les conservateurs de conseil de gardien ou de surveillance n'ont pas changé d'avis. Je vais très rapidement, il y a pendant la période de Khatami les campagnes diverses de la part des militantes des droits des femmes qui sont organisées. La campagne de 1 million de signatures, c'est parmi les plus connues, y compris par ici. La campagne des foulards blancs, qui sont des jeunes, toutes jeunes filles qui voulaient accéder au stade, par exemple, et qui portaient des foulards blancs et y allaient. Bien sûr, l'accès était interdit. Et, ou encore la campagne contre toutes sortes de violences faites aux femmes. Et si vous regardez, à ce moment-là, c'est un peu dans le monde, et y compris dans les pays voisins, la Turquie sur laquelle aussi je travaille, qui effectivement commence à être très active dans ces sortes de campagnes, et qui montre aussi l'impact de la CEDEF ou CEDEAO et l'impact aussi de la globalisation. Je n'ai pas le temps d'aborder tout ça. On arrive, mais déception de la part des militantes des droits des femmes, y compris celles qui étaient proches de Khatami. Donc, le président Khatami a déçu les femmes qui étaient ses principales soutiens. Alors, arrive la période d'Ahmadinejad, 2005-2013, pendant laquelle, on le sait, il y a eu une période de répression, les ONG des femmes sont fermées, il y a effectivement le mouvement vert de 2009 contre la fraude électorale massive, à laquelle les femmes participent activement. Elles sont au premier rang, plusieurs générations de femmes, et pour la première fois dans un mouvement social, elles y participent
en portant leurs propres revendications, c'est-à-dire femmes égale hommes, c'est-à-dire changement des lois discriminatoires. Ce n'était pas le cas de la révolution de 79, où les femmes ont participé massivement sans avoir des revendications spécifiques aux femmes. Et donc, on connaît bien sûr la répression de ce mouvement qui était essentiellement un mouvement très important, mais des classes moyennes urbaines. Puis, 2013, de nouveau, espoir, mobilisation des femmes, des militantes des droits des femmes, à la fois des musulmanes et des laïcs, pour effectivement dire, bon, on va voter pour le moindre mal, à savoir Rouhani. En Iran, il faut savoir que les élections sont filtrées, et donc les candidats sont filtrés lors des élections. Et donc, donc finalement, les femmes participent activement, votent massivement pour Rouhani, qui était moins conservateur que ses détracteurs. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant la période d'Ahmadinejad, vous avez un parlement ultra-conservateur où des femmes députées, je peux les nommer, Madame Eshat Shayer, Madame Fatima Alia, revendiquaient la polygamie. Disaient que les femmes, alors qu'il y avait un mouvement important contre la polygamie depuis toujours, je dirais, et revendiquaient la polygamie et disaient que les femmes étaient que mères et épouses. Et donc, les femmes ne devaient pas travailler, devaient laisser l'emploi aux hommes, etc. Donc ça, c'était vraiment le discours dominant pendant ces années-là à propos des droits des femmes. Et donc, avec Rouhani, il y a de nouveau un espoir qui sera de nouveau déçu. Donc, c'est mobilisation, désespoir, espoir, mobilisation, désespoir. Et donc, voilà, je pense qu'actuellement, on en est là, d'autant que, je n'ai pas le temps de continuer, mais d'autant que un certain nombre, finalement, de progrès ont eu lieu en Iran. Les femmes iraniennes avaient 8 enfants en moyenne au moment de la Révolution. Elles n'en ont plus que 1,7, c'est-à-dire moins qu'en France. Le taux d'alphabétisation des femmes a énormément augmenté. Les femmes, en général, sont vraiment alphabétisées à 86%. Presque l'ensemble des enfants jeunes, de 6 à 24 ans sont alphabétisés. Il y a aujourd'hui plus de 4,5 millions d'étudiants dans les universités iraniennes contre 175 à l'époque du Shah, quand moi j'étais étudiante. Et aujourd'hui, la majorité de ces étudiants sont des étudiantes, sauf que quand elles sortent de l'université, eh bien, le marché de l'emploi ne les accepte pas, et pas parce que les employeurs sont méchants, parce qu'aussi depuis 2014, et sous l'ordre du guide, il ne faut plus embaucher des femmes. Les femmes sont mères et épouses. Donc, il y a cette pression qui s'exerce pour que les femmes ne puissent pas accéder au marché de l'emploi. C'est la raison pour laquelle seuls 15% d'entre elles travaillent officiellement. Après, allez voir, elles travaillent toutes ou presque parce qu'elles sont obligées, il y a la crise économique, les sanctions américaines, bien évidemment, qui ont aggravé ces crises-là. Donc, beaucoup de femmes travaillent, sauf qu'officiellement, et pour en avoir des droits sociaux, etc., il n'y a que 15%. Alors même qu'aujourd'hui, en Iran, le nombre des hommes très instruits et des femmes très instruites sont équilibrés. Et que, par exemple, l'écart d'âge entre les époux n'existe plus. Et qu'il y a le mariage, la plupart des mariages des jeunes, maintenant, aujourd'hui, se fait par le choix libre, parce qu'il et elle se voient à l'université, chez les amis, etc. Ce n'est plus les parents qui obligent leurs filles. Alors, à quelques exceptions près, puisque 16%, quand même, on le sait, encore, de filles se marient avant l'âge de 15 ans et sont contraintes, beaucoup bien sûr, sont contraintes de se marier. Donc, vous voyez bien qu'on est face, pour conclure, à une société devenue moderne dans son ensemble. Contrairement à un mythe largement répandu, le milieu rural aussi s'est modernisé. Il y a très peu de différences maintenant. Vous avez une école, vous avez un dispensaire, vous avez électricité, vous avez l'eau potable. Beaucoup de villageois envoient aussi leurs enfants à l'université. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'enquêtes de terrain, bien évidemment, là-bas, et j'ai vu à quel point, quand on vote, le comportement électoral des villageois et des gens de ville, urbains, donc, se sont rapprochés énormément. Donc, une société devenue en majorité moderne, avec des revendications
pour l'égalité de la part des femmes, mais en même temps des lois et des institutions archaïques. Donc d'où ces tensions très importantes qui existent au sein de la société iranienne et donc aggravées par la crise actuelle qui est pas seulement une crise économique à mon sens, mais une crise de légitimité politique. Donc un pas en avant, deux pas en arrière. Merci. Merci Azadeh. Ce qui me frappe, c'est le fait que la société iranienne, qui a commencé à bouger vraiment sérieusement à l'époque de la Révolution blanche du Shah en 1960, qui a commencé à lancer la machine, ça marchait très lentement. C'est pour ça qu'en 79-80, la machine s'est accélérée, les femmes sont parties dans la rue, les gens sont partis dans la rue, et cette société a continué d'évoluer. Ce qui me frappe quand tu dis, voici toutes les lois qui ont été faites qui briment, elles sont hélas classiques dans ce genre de régime, mais la société un peu s'en fiche. Elle ne s'en fiche pas, elle est confrontée à ça et ça avance. Ce qui est frappant, c'est que, que le régime soit celui du roi ou celui de la République islamique, la scolarisation, le problème des femmes, le machisme, etc., sont des réalités globales. Le nombre de femmes à l'université, c'est valable également en Algérie ou en d'autres pays du monde. Donc l'Iran, les Iraniens évoluent comme ils peuvent dans les conditions que l'on connaît, et le gouvernement fait ce qu'il peut pour essayer de bloquer ou plus que d'avancer. Et ce qui est frappant, ce qui me frappe moi, c'est de voir qu'en 77-78, l'islam était un vecteur de révolution, de changement, de progrès, de mobilisation, que lors des émeutes de l'hiver dernier, personne n'a osé dire c'est l'islam la solution pour gagner des choses. Donc l'islam n'est plus une monnaie révolutionnaire, de changement, de dynamique. Et au contraire, c'est une monnaie de réaction. Et on reprendrait la phrase de Tocqueville qui, pour la Révolution française, disait « c'est justement parce que les droits féodaux n'existaient pas, ils étaient d'autant plus inadmissibles qu'ils n'avaient aucune efficacité sur une société. Et donc il fallait effacer, nuit du 4 août, les droits féodaux qui n'existaient pas. » Ça me fait penser un peu au même système aujourd'hui, où une dynamique a eu lieu il y a 40 ans, cette dynamique n'existe plus. Ça pourrait être la fin de l'islam politique dont parle Olivier Roy. Bien évidemment, mais ça on le voit en Iran, mais je pense que Armin va en parler parce que le problème en Iran, l'un des problèmes, c'est que ce sont toujours, excusez-moi, mais les vieux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire la génération de la révolution, alors que on sait 70% de la population iranienne n'était même pas née au moment de la révolution. Donc il n'y a pas eu cette transmission, non pas de transmission, mais enfin que les vieux cèdent la place aux jeunes. Et je pense que c'est de ça que Armin va parler. Moi, je fais la transition. Après, je te réponds, parce que je ne suis pas d'accord. Les lois sont importantes. Les femmes iraniennes luttent, mais elles ne peuvent pas s'en ficher. Parce que quand on ne te donne pas le droit à la garde de ton enfant, tu ne peux pas t'en foutre. Je ne dis pas qu'elle s'en moque, c'est une phrase célèbre. Il y a liberté d'expression en Iran, c'est incontestable. On peut parler en Iran, mais il n'y a pas de liberté après l'expression. Je prends celui-là ou oui. Écoutez, merci beaucoup. Merci Azadeh, merci Bernard pour ces exposés extrêmement complets. Alors moi, je ne suis pas chercheur, donc je ne connais sûrement pas l'Iran aussi bien que vous deux. Je suis français et iranien, donc franco-iranien d'origine iranienne. C'est comme vous le souhaitez. Et je n'ai pas vécu, au contraire de vous, donc la Révolution. Je suis né après, lorsque mes parents sont venus en France pour poursuivre leurs études et vu la tournure compris les événements, ils sont restés en France où je suis né. Moi, je suis journaliste. Ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est la vie que j'ai en Iran, parce que j'ai été correspondant là-bas il y a 12 ans, au début des années Ahmadinejad. Je crois qu'il marche. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah bah si, quand même. Oui. Donc, à l'époque d'Ahmadinejad, pendant 2 ans, j'ai pu faire ce que je voulais. En Iran, je me suis vraiment éclaté, d'autant que j'avais à l'époque 21 ans. Malheureusement, ça s'est mal terminé parce que j'ai contraint de quitter le pays parce que, en raison de ce que j'écrivais. Pendant 9 ans, je n'ai pas pu retourner en Iran, sauf que si, officiellement, j'avais le droit en tant qu'Iranien, parce que je suis franco-iranien, mais j'ai avant tout un passeport iranien. L'Iran ne reconnaît pas officiellement la double nationalité. Donc je ne peux aller en Iran qu'avec le passeport iranien, sauf que si un jour ils veulent faire causer des noises à la France, parce qu'ils connaissent très bien mon autre pays, ils peuvent utiliser justement cette double nationalité. On le voit aujourd'hui, plusieurs binationaux aujourd'hui sont emprisonnés en Iran et servent, en tout cas pour certains d'entre eux, de monnaie d'échange dans la crise entre l'Occident et l'Iran. Pour revenir donc à ma situation, donc moi contre toute attente, alors tout a commencé, je vais essayer de la faire brève, mais tout a commencé en fait un soir je
crois, un 11 février 2016, j'étais invité à l'ambassade, enfin, à la résidence de l'ambassadeur d'Iran, donc de la République islamique d'Iran à Paris. Bien sûr, l'alcool n'y était pas servi. Il y avait de très succulents repas, justement à base de riz, de ragoût, de brochettes et autres. Il n'y avait bien sûr pas d'alcool, mais de très bons jus d'orange. Il y avait l'ambassadeur, peu de personnalités françaises, hormis peut-être Jean-Marie Le Pen. Et malheureusement, un diplomate vient vers moi qui a essayé, parce que ça faisait 3 ans que j'essayais de revenir en Iran en essayant d'avoir des assurances, notamment une accréditation qui me serait délivrée par le ministère de la Culture et de la Guidance islamique, c'est son nom, ça ne s'invente pas. Et malheureusement, cet homme vient me dire, malheureusement, monsieur Arefi, je ne pourrai pas retourner en République islamique encore pour ces élections. C'était à l'époque les élections législatives. Bon, je suis déçu, mais bon, pour pouvoir travailler sur l'Iran, il faut être patient. Et contre toute attente, j'ai pas vraiment été patient, mais contre toute attente, à peine 4 jours plus tard, quelqu'un m'appelle de Téhéran à la tête d'une de ces semi-agences, semi-gouvernementales iraniennes. Il me dit, c'est bon, je me suis occupé de tout, tu peux venir en Iran. Donc ça montre un peu justement les différentes strates de pouvoir parallèles en Iran, c'est-à-dire qu'on a souvent des gens en Iran qui ne sont dans aucun organigramme, mais qui sont plus influents que l'ambassadeur même ici à Paris. Mais ça, c'était un détail. Donc je me retrouve de retour en Iran. 9 ans après en avoir été écarté, contre toute attente, là aussi, malgré mes bouquins, on me dit, écoute, toi tu parles persan, je leur dis oui, écoute, tu n'as pas besoin de guide, traducteur, et donc surtout, cette personne qui est là pour surveiller vos moindres faits et gestes, va faire ce que bon te semble en Iran. Ce qui est à la fois surprenant, après 9 ans après en avoir été écarté, mais surtout, ce qui n'est pas forcément étonnant, parce qu'en Iran, tout est possible. Et c'est ça aussi. Dans l'Iran, ce n'est pas un pays manichéen. Il peut se passer le pire comme le meilleur. Et donc, pendant 2 ans, je vais aller à la rencontre justement de la population iranienne, notamment sa jeunesse. Je suis jeune, ils sont jeunes, donc c'est fantastique. Et moi, ce qui me frappe tout d'abord, c'est de voir, contrairement aux années Ahmadinejad, bon, c'est un peu le cas en France aussi, mais voilà, la 4G est présente en Iran, les smartphones aussi, beaucoup d'Iraniens en ont, peu importe leur milieu social, ils ont tous accès au dernier téléphone. Et donc avec le smartphone, je l'ai dit, la 4G, donc toutes les applications, même celles qui sont censurées, parce que l'Iran, le régime, censure, a beau censurer justement certaines applications comme Twitter, comme Facebook et autres, sauf qu'avec le VPN, les Iraniens ont toujours trouvé la parade. Ils ont une application, un serveur VPN, leur permettant d'avoir accès à une autre adresse et donc pouvoir accéder à ces sites via des adresses VPN étrangères. Donc d'accéder justement à Facebook et autres trucs comme ça. Première soirée, je vais à Téhéran chez un ami qui attention, il ne s'agit pas c'est pas quelque chose de généralisé, mais qui est quand même présent aujourd'hui dans la majorité des villes en Iran. J'assiste à une fête assez hallucinante où des femmes arrivent en tchador de la ville de Mashhad, la ville quand même sainte, même si, c'est pas parce que c'est la ville sainte, la ville où est enterré l'imam Reza, le seul imam chiite enterré en Iran, que toute la ville l'est. En tout cas, c'est une ville où il y a quand même beaucoup de jeunes. Ces filles arrivent justement en foulard, en voile, vont dans la chambre à coucher et en reviennent avec vraiment des mini-jupes, un maquillage appliqué à outrance, comme jamais je ne l'ai vu en France. Et mon ami Cameron, pardon, je ne vais pas sortir son vrai nom parce que justement j'ai changé les noms dans mon bouquin, mais justement Cameron vient justement avec de la vodka, ou ce qu'on appelle en Iran de l'arar, c'est-à-dire une sorte d'arak, d'alcool local, à base de raisin, c'est ça. Et voilà, on fait une soirée quand même assez hallucinante, où je sens malgré tout que ça n'a pas la même fonction en fait qu'en France. En France, les gens se voient, les jeunes se voient, ils boivent leur bière en fin de journée, on fait des soirées, on rencontre, super, on drague, génial. En Iran, c'est vraiment, on évacue, on donne tout dans cette soirée. Et tout ce qu'on ne peut pas montrer dans la rue, au travail, dans la famille, on le voit dans ces soirées, qui ne sont pas l'apanage. Moi aussi, à une époque, je pensais que c'était que l'apanage du nord de Téhéran, tout ça. Non. Moi, ce qui m'a surpris durant ce voyage, c'est de voir un grand nombre de jeunes, quel que soit leur milieu social, qui, avec leur smartphone, s'ils n'assistaient pas à ces soirées-là, où tous ces produits, je n'irai pas plus loin, mais tous ces produits et des choses que je n'aurais jamais pensé voir en République islamique, plein de jeunes en Iran, quel que soit leur milieu social, y compris du sud de Téhéran, d'autres villes, m'ont montré comment, en 2 temps, 3 mouvements, on pouvait draguer le sexe opposé, des hommes, mais également des garçons, notamment ceux nés après la génération 90. C'est ce qu'on appelle la Dahe Haftodiyot, donc en Iran, parce qu'il faut faire moins 200, en fait on est aujourd'hui en 96, voilà. Donc ce n'est après les années 90. Et c'est vrai que dans les rues, à Téhéran, mais pas que, mais surtout, il faut le dire quand même, dans les grandes villes, je voyais justement le foulard
tombé, et ce n'était plus simplement une histoire de mèche de cheveux qui dépassait, mais le foulard véritablement tombé sur les épaules de ces femmes, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Le foulard tombait également sur les épaules dans les voitures, et de moins en moins justement de miliciens bassidis, les fameux miliciens auteurs de la répression en 2009, ou alors de ce qu'on appelle les Gashtel-Shot, donc les brigades des mœurs de ces femmes anti-ador, justement embêtant en tout cas réprimandant leurs compatriotes femmes, même si ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est moi, j'y suis arrivé en 2016, mais j'ai senti à ce moment-là une sorte de printemps iranien, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de nouvelles révolutions, de nouvelles révoltes, comme en 79, parce que la véritable révolte-révolution a eu lieu bien sûr en 79. Il y a eu une révolte également en 2009, mais qui était non pas, à mon sens en tout cas, au départ dirigée contre la République islamique, mais contre Ahmadinejad, parce qu'il y a eu quand même des fraudes manifestes. Après, bon, ça on peut débattre de l'étendue des fraudes, mais là n'est pas les questions. Mais en gros, la population se disait, écoutez, on ne vous apprécie pas forcément, même peut-être même pas du tout, on ne veut pas faire de révolution, parce qu'il n'y a pas, pas d'alternative, parce que 2, on tire à notre vie, et que 3, on voit ce qui se passe dans la région, en Syrie, en Irak, même en Égypte. D'ailleurs, l'Iran n'y est pas étranger de ce qui se passe, enfin, de ce qui s'est produit en Syrie, mais ça, c'est un autre débat. On veut aller de l'avant, on veut la réforme, parce qu'on ne veut pas à nouveau un pas en arrière. Nous sommes la génération sacrifiée, nous n'avons vécu que sous la République islamique, nous voulons respirer. L'Iran, moi, ce qui m'a frappé, notamment en voyageant dans 2 pays de la région, c'est que c'est comme Bernard et Azadeh l'ont décrit, c'est un pays quand même avec une population moderne qui va de l'avant. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Rouhani, même pas de la Révolution, ça date d'il y a au minimum 100 ans. Révolution constitutionnelle. Premier magazine féminin, Zanon, je crois, en 1906 ou 1907, je crois. Voilà. En Iran, oui. Voilà, 1910. Et voilà, donc on avait cette jeunesse qui était contente sa plus grande joie, c'était non pas que l'Iran ait gardé son programme ou un minimum de programme nucléaire et donc sa fierté, même si ça ne leur déplaisait pas, parce qu'après tout, beaucoup se disent, plein de pays dans la région, la bombe, en toute illégalité, pourquoi est-ce que l'Iran ne l'aurait pas? Mais ça, c'est une autre question, on ne va pas faire de digression. Surtout, le plus intéressant, c'était que ces jeunes se disaient, écoutez, on ne vous porte pas dans notre cœur, mais on veut aller de l'avant ensemble. Et ceux qui ne sont pas contents, et Dieu sait qu'il y en a eu, sont partis, d'autres se sont retrouvés en prison, mais cette jeunesse a avancé, et surtout elle se satisfaisait du retour, et ça c'était très très important, du retour des Occidentaux, des touristes occidentaux, des firmes occidentales qui revenaient en Iran, un marché 80 millions d'habitants, extrêmement consommateur, un pays extrêmement riche. Voilà. Et moi j'ai assisté, alors j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré, y compris, et à l'époque aussi, c'est à souligner, on parle aujourd'hui des gardiens de la Révolution, ces fameux justement pastarans, qu'on a vu par exemple dans le film Argo, des gens quand même au visage un peu dur, grave, que l'on voit notamment quand on quitte l'aéroport à Téhéran, l'imam Khomeini. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces pastarans, surfant aussi sur ce printemps iranien et également sur les contre-coups du printemps arabe, se sont rachetés une certaine virginité, ou en tout cas une bonne conduite en Iran. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers soldats, combattants, à avoir été en Irak combattre Daesh. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne parle pas de la Syrie, mais je parle de l'Irak. Donc aider les forces kurdes, aider les forces irakiennes, en compagnie donc des généraux iraniens. Mais il y avait donc les généraux, dont le plus connu est Rassem Soleimani, et bien sûr donc d'autres des soldats combattants des pastarans, donc des forces au grade moins inférieur, mais justement qui sont allés sur le terrain combattre les pastarans. Et à l'époque, la jeunesse, les gens, les Iraniens s'en sont rendus compte. C'est-à-dire qu'ils se disaient, oui, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, le califat prôné par Daesh, leur première cible, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas Israël, ce sont les chiites, ce sont les Iraniens, qu'ils appellent des hérétiques, koufars et autres séfévides, en référence à l'Empire. Et, oui, oula, 2 minutes, bon. Et donc, ils s'étaient rachetés une certaine virginité. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe dans l'Iran, c'est ce retournement de situation du point de vue de la population. C'est-à-dire que l'espoir qui était immense a laissé place à un certain désespoir. Les entreprises étrangères sont parties les unes après les autres. Le président Rouhani n'a pas réussi à respecter justement ses promesses de réforme. Et là-dessus, il faut dire qu'il n'a pas été aidé par les Occidentaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là-dessus, Donald Trump, j'estime qu'il a commis une énorme erreur, en tout cas, en se retirant de l'accord sur le nucléaire, qu'il peut apprécier ou ne pas apprécier, sauf que c'est un traité que
il avait signé, dont on pensait que ce serait l'Iran qu'il ne respecterait pas, et dont ce sont les États-Unis qui sont sortis. Mais ce qui est encore plus intéressant, donc voilà, des espoirs, départ des étrangers, la monnaie iranienne a chuté, mais ce qui est encore plus intéressant, et d'ailleurs comme le rappelait Azadeh, la monnaie iranienne a chuté en raison du climat créé par Trump, mais pas seulement. Il y a un énorme problème de gestion du pays. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'élection de la monnaie, de réformes indispensables prônées par le FMI qui n'ont jamais été appliquées en Iran parce qu'il existe un système opaque et toute une série justement de cet argent qui échappe au gouvernement et qui va nourrir certaines fondations religieuses et autres organes paramilitaires. Ce dont d'ailleurs s'est rendu compte la population et qui a été un des moteurs du mouvement de contestation il y a à peine un an, où on avait, à l'heure où le régime est à l'apogée quand même de sa puissance au Moyen-Orient, certains gardiens de la Révolution d'ailleurs se vantent d'aujourd'hui de détenir 4 capitales arabes, on a une population, et c'est quand même assez paradoxal au Moyen-Orient, qui crie « Ni Gaza, ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran ». C'est-à-dire que l'Iran détienne Sanaa, Bagdad, Beyrouth ou Damas, on s'en fout, ramenez-nous l'argent à la table du pétrole. D'ailleurs, qui est une vision assez caricaturale, parce que si on compare le budget iranien par rapport au budget d'autres pays, notamment des pétromonarchies arabes de la région, on n'est pas sur une même échelle de grandeur. Je terminerai juste, et c'est ça qui m'a frappé lors de mes derniers voyages sur place, c'est qu'à l'heure où, ici, on se dit « mais Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vraiment servi et aidé le camp le plus conservateur en Iran au détriment des réformateurs de la modération, ce qui, à mon sens, est totalement vrai. » Aujourd'hui, quand vous vous rendez en Iran, et c'est quand même ça une des magies, dans tous les sens du terme, de la République islamique, 90% des gens auxquels je parlais, et je leur disais oh, « on est vraiment désolé, l'Occident, encore comme ça », et je leur parlais en tant que Français. Trump, vraiment, qu'est-ce qu'il fait ? Vivement qu'il s'en aille, même si on n'est pas sûr qu'il partira dans 2 ans. Ils me répondaient « ah mais non, Trump, au moins, lui, pense à sa population, il veut créer des emplois pour sa population, nous les mollahs, ce n'est pas le cas. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, Trump, il a peut-être accéléré la chute de la monnaie et la situation que l'on connaît. Mais les problèmes, c'est pas Trump, c'est les mollahs. Et ça m'a quand même fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Merci. Merci Armin. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi 40 ans plus tard, ils sont toujours là, en 2 mots? Écoutez, moi je pense que c'est assez simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Beaucoup de jeunes aujourd'hui demandent à leurs parents pourquoi avez-vous fait la révolution ? Et comme l'a souligné Bernard, ce n'était pas une révolution islamique, c'était une révolution iranienne, où les mollahs ont tiré leur épingle du jeu. Derrière la guerre Iran-Irak, qui a considérablement, soutenue par l'Occident, Saddam Hussein, il ne faut pas l'oublier, consolidé le régime, qui l'a aidé à réprimer toute dissidence à l'intérieur. Deuxième chose. Donc la guerre, le sang, les bombes, les Iraniens ont connu, ils n'en veulent plus, d'après ce que j'en entends, en tout cas là-bas quand je vais sur place. Troisième chose, la répression. On l'a vu en 2009. 2009, les Iraniens vont contester la réélection d'un candidat au sein même du carcan autorisé par le régime. 99% des candidatures avaient été filtrées, comme le disait Azadeh. Ce n'était pas la République islamique qui était en cause, c'était la réforme. Et la véritable question... Comment ? Voilà, la République. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, moi, ce que je peux dire, de ce que je vois, c'est que la majorité de la population iranienne, c'est elle qui tire les mollahs vers elle. Ce n'est pas les mollahs qui poussent pour aller vers le progrès. Ils ne veulent pas, elle, qui les tire et qui les obligera. Car s'ils ne l'acceptent pas, ils tomberont. Et je ne suis pas en train d'annoncer quoi que ce soit, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'on a une des sociétés les plus modernes de la région, avec un des régimes les plus rétrogrades, ou en tout cas dont les lois sont les plus rétrogrades. Ça ne veut pas dire qu'il y a débat au sein de la République islamique. Mais voilà. Et dernière question, pourquoi pas ? Parce que les Iraniens veulent vivre, les Iraniens ne veulent plus de guerre, et les Iraniens n'ont pas d'alternative. Et là-dessus, il faut être clair. Quand on voit aujourd'hui les alternatives qui se présentent, les seuls fédérés, c'est soit les Moudjahidines du peuple, qui est quand même considérée une organisation considérée par beaucoup comme une secte islamo-marxiste, c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands spécialistes, ou le fils Pahlavi, Reza Pahlavi, pardon, le fils de Mohammad Reza, et donc le petit-fils de Reza Pahlavi, fondateur de la dynastie, qui a toujours eu de très belles paroles, mais qui a toujours eu un discours du style « écoutez, sacrifiez-vous pour moi et je viendrai reprendre le pouvoir ». Et d'après ce que me disent beaucoup, je terminerai là-dessus, beaucoup d'Iraniens sur place, c'est une image qui d'ailleurs n'est pas forcément très belle, mais on ne va pas ravaler ce qu'on a rejeté, pour rester poli, il y a de cela 40 ans. Ah, ça des 2 mots là-dessus avant de laisser la parole au peuple. Oui, bien sûr.
Je ne veux pas répéter ce que Armin a dit, si je suis d'accord. Je voudrais juste ajouter que deux choses. Alternatives politiques viables n'existent pas encore, d'une part. Hein. Même si on sait que, par exemple, M. Pompeo, le ministre américain des Affaires étrangères, est en train de nous préparer l'équivalent de Chalabi, hein, si vous vous rappelez de qui je parle. Mais enfin, bon, je ne pense pas que les Iraniens vont accepter Chalabi iranien. D'une part, je ne parle pas de Reza Pahlavi, hein, je parle d'autres personnes. Deuxièmement, c'est donc l'absence d'alternative pour le moment. Deuxième chose, c'est que le régime islamique d'Iran est un régime factionnel. Et dès le début, il y avait au moins 4-5 factions qui ont existé et qui chacune est arrivée au pouvoir en alternance. Je vous ai donné l'exemple de Khatami, après Ahmadinejad, puis Rouhani. Ce n'est pas les mêmes factions, ils ne disent pas de la même chose, ils ne veulent pas la même chose non plus. Et donc, il y a une sorte de semblant de pluralisme qui existe au sein même des gens du régime. Mais le problème est que ces dernières années, les réformistes, par exemple, qui étaient pour certains une sorte de soupape de sûreté du régime, ont été écartés de sorte que Khatami, vous savez, son visage ne peut même pas être montré à la télévision ni dans les journaux. Donc la répression ne fera pas seulement la société civile iranienne, mais aussi de nombreux, y compris les chefs de mouvement vert, Moussavi, ancien Premier ministre, Karoubi, ancien président du Parlement, Madame Rahnavard, qui sont des gens de ce régime, qui se trouvent en résidence surveillée, et Khatami, on ne peut même plus voir son visage. Donc la répression qui frappe aussi des factions plus ou moins réformistes de ce même régime. Donc c'est un ensemble. Mais le régime islamique jusque-là était toujours parvenu à avoir de nouvelles stratégies de relégitimation, et le nucléaire, par exemple, a servi à ça. On le sait, était un temps une devise de nationalisme iranien. Aujourd'hui, je me demande quelle est cette stratégie de relégitimation, et raison pour laquelle j'ai vraiment peur d'un conflit sérieux, en fait, parce que ça, c'est une stratégie de relégitimation. On sait que les guerres servent à consolider les pouvoirs soit. La parole est au peuple. Ah, tu crois? Donc, vous ne pouvez pas prétexter que c'est sur la digestion, puisque vous n'avez pas encore mangé. Donc, à vous la parole, si vous avez des questions sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit. Vas-y. En étant aussi bref et aussi clair que précis. Merci. Vous allez voir, je vais être extrêmement bref. Je vous laisse avoir l'avis des experts, et le vôtre, bien sûr, M. Ourcade, sur cette façon qu'a l'Europe de remettre tout le temps en question, voire en pression, la question des missiles balistiques, alors que l'on sait que pour les Iraniens, c'est une ligne rouge qui date de la guerre Iran-Irak. Et on voit que, à mon sens, sous la pression américaine, c'est revenu dans le débat. Je me permets de répondre. Téhéran est, avec Anvers et Londres, la seule ville au monde qui a fait l'objet d'un bombardement par des missiles dans l'histoire. Les premières, c'était sous les V1 et V2 d'Hitler, les secondes, ceux de Saddam Hussein. Et pendant la guerre Irak-Iran, les Iraniens n'avaient quasiment pas de missiles pour répondre aux attaques israéliennes, oui. Israélo-franco-américano-russo-irakienne. Et donc, quand la légende veut que lorsque Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, est allé à Téhéran au mois de mars dernier, il est reçu par l'amiral Chamrani en grand uniforme. D'habitude, il s'habille en civil, c'est ancien. Et il est le chef du conseil de sécurité, en quelque sorte, iranien. Et il lui a dit, écoutez, monsieur le ministre, il n'y a aucun problème, j'arrête le programme missile immédiatement, si vous me donnez immédiatement 300 Rafales et les Exocet qui vont avec. Je n'ai pas le moyen de défendre le pays, je n'ai pas d'avions sophistiqués, je n'ai pas les missiles que vous avez vendus à mes amis d'Arabie, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'ailleurs. Donc j'ai 4 millions d'habitants à défendre, je suis un responsable de sécurité de mon pays. Donc ou vous me donnez les Rafales immédiatement, ou je suis bien obligé d'avoir ma propre politique de défense. Et donc le fait que les Européens embrayent là-dessus, c'est une méconnaissance du nationalisme iranien fondamental, qui fait que tous les Iraniens sont d'accord avec ça.
Ils sont contre le régime peut-être, mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils ne tiennent pas à avoir une invasion américaine, soviétique, arabe, d'Abu Dhabi ou de n'importe où. Autre question? Oui, j'avais une question sur le niveau de vie des Iraniens. Est-ce qu'il s'est amélioré depuis 40 ans? Et depuis ces dernières années, comment ça se passe? En fait, ça dépend de qui on parle. Mais l'écart entre les extrêmes riches et les extrêmes pauvres n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. En Iran, il y a beaucoup de pauvres et de sorte que, par exemple, il y a, entre autres, puisque j'évoque les femmes, 3 millions de femmes chefesses de ménage qui sont parmi les plus pauvres en Iran. D'un autre côté, on a vu notamment sous Ahmadinejad l'émergence, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les classes moyennes, l'émergence d'un nouveau groupe en fait social qui grâce à ses proximités avec Ahmadinejad et grâce à la manne pétrolière, est devenu, dans l'espace de 4-5 ans, moi j'en connais aussi certains de loin, des milliardaires, etc. Donc, l'Iran est un pays pétrolier. 80% des revenus de l'État proviennent du pétrole. Et donc, ça dépend. Et bien sûr, les structures monopolistiques, y compris les gardiens de la Révolution, tout un tas de fondations, gèrent et ont accès à la manne pétrolière. Donc, si vous êtes proche d'eux et d'elles, bien évidemment que vous pouvez vous enrichir assez rapidement. En revanche, il y a la majorité de la population issue des classes moyennes, par exemple, la paysannerie, par exemple, qui constitue 25% aujourd'hui de la population, souffre. Après, moi, dans mes enquêtes, je le dis souvent parce que avec le Centre de statistique d'Iran, dans le temps, on avait fait des enquêtes, il n'y avait pas encore de sanctions américaines. Je vous assure qu'à beaucoup de gens, on posait la question dans les villages de savoir ce qu'ils mangent, ils me disaient du pain, et c'est parce que la farine est subventionnée. On en est là, c'est-à-dire, ça c'est les extrêmes pauvres, et d'un autre côté, vous avez des riches qui possèdent des Maserati et je ne sais quoi. Et ça, je le répète, puisque moi j'ai vécu sous le Shah, j'ai fait la révolution aussi, mais sous le Shah, et moi j'appartenais à une classe aisée, élite, mais on n'avait jamais autant d'écart entre les extrêmes riches et les extrêmes pauvres. Donc c'est ça l'échec, ce que j'appelle l'échec programme. Alors que la justice sociale était parmi l'un des 3 slogans de la révolution. Et voilà, donc là, c'est un échec total. Moi, je me permettrais juste d'ajouter, pour l'avoir vécu, depuis, en raison de la mauvaise gestion de l'économie, l'annonce du retrait de Trump, puis son retrait effectif, puis les sanctions, la monnaie iranienne a perdu une grande partie de sa valeur. Pour preuve, en décembre 2017, quand j'étais en Iran, 1 euro, c'était 4800 toumans, la monnaie locale. Un an plus tard, ce même euro est à 16 600 toumans, sans que les salaires aient augmenté. Donc la question, c'est comment font les Iraniens? C'est une question que je me pose véritablement. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Oui, la position du pouvoir, au moins dans sa grande majorité, telle qu'elle s'exprime, par rapport à la Syrie et à Israël, est-elle partagée par l'ensemble de la population? Merci. Une chose importante, c'est qu'en Iran, le nationalisme est un des piliers centraux, consensuels, qui réunissent tous les Iraniens. C'est pour ça que la guerre Irak-Iran a fédéré tout le monde, parce que c'est la guerre, et donc on suit le gouvernement, même si on n'aime pas ce gouvernement. Donc aujourd'hui, toutes les questions qui se posent sont toujours, au point de vue stratégique, sont en fonction de la sécurité nationale, des frontières. Et effectivement, quand vous avez une guerre de 8 ans d'un côté, les talibans de l'autre, la chute de l'Union soviétique d'un côté et l'émergence des monarchies pétrolières du 4e côté, armées jusqu'aux dents, vous êtes, quel que soit le gouvernement qui est en place, le Shah revient demain matin à Téhéran, il est obligé d'assurer la sécurité du pays, dans un pays qui a eu des guerres sur toutes ses frontières. Imaginez qu'il y a eu une guerre en Espagne, il y en a eu en Italie, il y en a eu au Luxembourg, en Belgique et en Angleterre, et en France, on serait un petit peu prudent en matière de... Cela dit, quelle est la stratégie pour se défendre? Donc, soit on défend la frontière, et chez les gardiens de la Révolution, des gens étaient favorables
était contre la bombe atomique, en quelque sorte. Disant, la bombe atomique, c'est une façon de se reposer sur une arme qu'on ne peut pas utiliser, pas très compliquée à utiliser. Par contre, si on est attaqué par des gens venant d'Afghanistan ou d'Irak, c'est avec des vieilles Kalachnikov qu'il faut se défendre. Donc, défense populaire contre le mythe. Il y avait d'autres aussi qui pensaient que la bombe atomique était nécessaire. Certains pensent aussi qu'il est nécessaire d'avoir des proxys ou d'avoir des satellites. Et donc, dès qu'il y a un groupe, par exemple, au sud Liban, il y a des chiites très proches des Iraniens depuis tout le temps, on va développer cette communauté, se rapprocher d'eux, parce qu'ils peuvent être une force qui dépend de nous tout en étant indépendante, et qui pourra être utile pour taper sur Israël s'il y en a besoin, ou sur les Occidentaux. Même chose en Azerbaïdjan, même chose en Irak, etc. Donc il y a une stratégie assez complexe. Alors les Iraniens ne sont pas pour cela, et comme le disait tout à l'heure Armin, Gaza, le soutien aux Palestiniens, ce n'est pas une priorité fondamentale. Ils ne sont pas contre, mais ce n'est pas une priorité quand il y a le feu à la maison. Et donc, la question est aujourd'hui, quand un certain nombre de gens voient la sécurité d'Iran passe par le renversement du Hezbollah, ce n'est pas évident, pour la plupart des gens, parce que, même s'ils ne sont pas contre le fait que les Israéliens n'apprécient pas leur politique, mais c'est à 2000 km de chez vous. Et donc, même chose en Syrie, mais ne pas oublier, et Armin le destinait tout à l'heure, la politique iranienne en Irak, mais aussi en Syrie contre Daesh. L'Iran est le seul pays de la région qui a combattu Daesh. Or, en France, la priorité, ce n'est pas le départ de Bachar el-Assad, c'est la combat contre les terroristes. Et donc, à l'occurrence, il y en avait un. Et les seules troupes au sol qui ont combattu, avec l'aide des Russes, des Américains, des forces spéciales françaises, anglaises ou belges, ce sont les troupes iraniennes du général Soleimani. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est une réalité. Et donc, il y a objectivement, aujourd'hui, l'Iran a fait le boulot en matière de lutte contre le terrorisme, avec tous les guillemets qu'il faut mettre à cette lutte contre le terrorisme et la liberté que cela suppose chez les opposants. Écoutez, l'Iran était effectivement au premier rang de lutte contre Daesh en Irak. Mais cela, à mon avis, ne justifie pas leur présence en Syrie. Là, la question portait sur la Syrie, pas sur l'Irak. On n'a pas de frontière commune entre l'Iran et la Syrie. On a une frontière commune importante avec l'Irak. Donc, effectivement, Soleimani était en Irak et il était apprécié. Il était devenu un héros national en Iran. Sauf que les Iraniens se posent la question de savoir ce que fait le régime islamique en Syrie. Tout comme il se pose la question sur les ingérences aussi de l'Iran dans les affaires des pays, d'autres pays. Et tout ça, on sait, les guerres, les interventions coûtent cher. Des milliards de dollars ont été dépensés pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. C'est pour des raisons aussi stratégiques. C'est pas parce que c'est un régime chiite, enfin ma foi, c'est un régime laïque, le régime d'Assad. C'est stratégique parce que c'est en fait, on le sait, la seule voie de l'Iran vers la Méditerranée. Donc, ils soutiennent Bachar, ils soutiennent le Hezbollah libanais, parce que le Liban aussi, n'oublions pas, est un grand pays de la Méditerranée. Donc, tout ça, c'est dans le sens de ce que tu expliquais, c'est-à-dire plutôt comment asseoir, en fait, son autorité dans la région. Mais les Iraniens, dans toutes les manifestations, Armin en parlait, depuis même depuis 2011, l'un des slogans, c'est voilà, laissez tomber la Syrie, laissez tomber le Liban, c'est-à-dire n'ingérez pas dans leurs affaires, faites quelque chose pour nous. Donc, ce qui montre que effectivement la sûreté et la sécurité d'un pays n'est pas justifiée par les ingérences de ce pays dans les affaires des autres, mais le pays le plus puissant, un régime puissant, c'est un régime qui a le soutien de sa population. J'aimerais juste rebondir justement là-dessus, je pense que c'est extrêmement important. L'Iran est une puissance régionale, mais au même titre que d'autres pays dont fait partie l'Arabie Saoudite, donc il faudra bien que ces deux pays s'entendent. Pour ce qui est, moi je pense que, de ce que je vois, c'est que il n'y a pas de bon ou de méchant, chaque pays a ses intérêts. L'Iran effectivement a été le premier pays en Irak bien avant les Occidentaux contre Daesh, mais l'Iran en Syrie, c'était pas contre Daesh, c'était surtout contre les rebelles, les opposants, qui au départ étaient quand même la population. Au départ, enfin moi d'après ce que je sais, ce que j'ai vu, c'était l'Iran a aidé les Mukhabarat et l'armée syrienne à massacrer sa propre population. D'ailleurs, ce qui a été un message envoyé aussi à la population iranienne, en sachant à savoir, si vous vous rébellez trop, on est prêt à les tuer jusqu'au dernier. En tout cas, c'est ce qui était ressenti là-bas. Après, chaque pays, véritablement, chaque pays a ses intérêts. Du point de vue d'un dirigeant iranien, si je me mets aujourd'hui dans la tête d'un dirigeant iranien, il était hors de question que Bachar el-Assad
tombe. Pourquoi ? Parce que c'est 35 ans, même 40 ans d'investissement de politique étrangère pour accéder à la Méditerranée. Et il était hors de question à Téhéran d'avoir au pouvoir à Damas un pouvoir pro-saoudien qui casserait cet axe. Maintenant, pour revenir à la question d'Israël, je pense que c'est une question extrêmement importante parce que c'est l'un des piliers de ce régime qui, manifestement, quand on est en Iran, n'est pas partagé par la majorité de la population, dont je sens, en tout cas quand je parle avec elle, mais je n'ai pas effectué de sondage empirique là-dessus, qu'elle n'est pas anti-israélienne, ce qui ne signifie pas non plus être favorable à la politique du gouvernement israélien en ce moment. Moi, là-dessus, j'ai une anecdote assez intéressante. J'ai pu, dans un hôtel à Doha, choper vraiment le ministre des Affaires étrangères, Zarif, et de l'interviewer. Voilà, et je lui ai posé la question. Et alors, on parlait justement du balistique. Donc je me suis dit, voilà, je suis journaliste, je lui ai dit, alors écoutez, le balistique, pourquoi ça nous inquiète, enfin ça inquiète les Occidentaux, pourquoi ? Il me fait, bah écoutez, les pétromonarchies en ont 10 fois plus que nous, pourquoi nous on n'aurait pas le droit de se défendre ? Moi je lui ai répondu, mais parce qu'il n'y a pas marqué sur les missiles des Arabes, pétromonarchies arabes du Golfe, mort à Israël en hébreu. Et lui de me répondre, on n'a jamais menacé Israël. J'ai fait, Ahmadinejad tout de même, en 2006, et lui de me répondre, ah mais non, aucun Ahmadinejad menacé disait que le régime ne survivrait pas, il ne menaçait pas directement Israël. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, il s'est fait attaquer par les Iraniens sur les réseaux sociaux qui lui ont dit « mais tu te fous de nous ». Il y a un compte à rebours dans une place à Téhéran, justement, en gros, 3 ans avant qu'Israël disparaisse, tout ça, et il s'est fait tancer par les plus durs qui ont dit « comment ça, comment oses-tu, Zarif, tout ministre que tu es, de remettre en cause la parole de Khomeini, car Khomeini l'a dit ». Donc on voit très bien ce que ça provoque comme débat au sein même de l'Iran. Mais clairement, pour revenir là-dessus, il n'y a pas de bon et de méchant, parce qu'en parlant d'Israël, ça fait l'Iran a soutenu Bachar el-Assad jusqu'au bout, l'Iran a gagné, contrairement aux Occidentaux où on assistait quand même à beaucoup d'atermoiements vis-à-vis du soutien à l'opposition. Aujourd'hui, juste pour terminer, on a Israël qui ne veut pas se satisfaire, on peut les comprendre, de la présence iranienne, mais qui bombarde à tout va, qui bombarde les bases des gardiens de la Révolution en tuant des dizaines d'Iraniens en Syrie, tout à fait. Et derrière, et l'Iran, pour l'instant, la joue très, très low profile. Très, très low profile. Donc c'est intéressant de voir que rien n'est ni blanc ou noir dans cette région. Tout à fait. Voilà. Je vous en prie. C'est surtout, je m'adresse à Armin, parce qu'il est journaliste et il a été en Iran. Je voulais savoir que vous avez remarqué que depuis 1 an, dans une centaine de villes en Iran, les gens se sont soulevés en disant, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes ariens, et nous voulons la monarchie. Pourquoi vous oubliez de parler de ces choses-là ? C'est tout. Alors, pour répondre à votre question, c'est très intéressant. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu des slogans, effectivement. Il y a des manifestations qui ont émaillé l'Iran au cours de l'année dernière. Il y en a à peu près toutes les semaines, notamment dans les provinces, de gens des classes ouvrières, des classes les plus populaires, qui manifestent contre le régime dans son entièreté et qui, effectivement, on l'a entendu dans des manifestations qui disent « nous ne sommes pas musulmans, nous sommes ariens ». Alors, il n'y a pas eu que ça, mais nous sommes, voilà, nous ne reconnaissons pas, je vais même aller plus loin, nous ne reconnaissons pas dans ce régime arabe qui n'est pas iranien, voilà. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a de la part de la population iranienne, notamment sa jeunesse, un retour, même une sorte de refuge vers l'Iran anté-islamique, l'Iran pré-islamique. La gloire de Persépolis. Moi, j'ai été à Persépolis. C'était très intéressant de voir d'un côté les Français qui disaient oh, « magnifique, il y a 2500 ans, il y avait tant de tolérance, le pays des droits de l'homme », et de l'autre, les Iraniens qui disaient « mais qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on est devenu ?» Pour revenir à ce que vous dites, moi, je trouve qu'effectivement, il y a de la part, en raison du Velayat Fari, donc de la République islamique, de cette fusion du politique et du religieux, alors que les Iraniens, qu'on l'accepte ou non, restent un peuple religieux, un peuple musulman. On ne peut pas, moi, à mon sens, de ce que j'ai vu, on ne peut pas nier le passé islamique de l'Iran en même temps qu'on ne peut pas nier son passé anté-islamique. Ariens, zoroastriens, Persépolis, et voilà. Mais je pense que c'est une réaction très intéressante de la part de la population directement vis-à-vis du pouvoir des mollahs, et je pense que dans un avenir, non pas proche, mais à moyen et long terme, ce sera une des populations les plus, entre guillemets, laïcisées de la région, en raison notamment de l'exemple qui est offert par les mollahs. Moi, j'ai été dans la ville de Mashhad,
pour l'anniversaire justement de la commémoration de la mort de l'imam Reza, j'ai été extrêmement surpris de voir autour de son tombeau un grand nombre de jeunes qui disaient « Je suis musulman, je suis là pour mes imams, mais attention, mes représentants, ce ne sont pas les ayatollahs. Les ayatollahs nous mentent. Moi, c'est l'imam Reza, le message pur et divin. » Et c'est vrai que les Iraniens restent extrêmement croyants, extrêmement religieux, pas du tout islamistes. Voilà ce que je peux dire. Il nous reste 4 minutes. Moi, c'est juste une question un peu moins politique, mais je voulais savoir, actuellement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se rendre en Iran, louer une voiture et vadrouiller dans le pays sans être dérangé ou... Mais évidemment, si vous payez votre voiture, si vous la volez, non, la police vous court après. Si vous louez une voiture, oui. Si vous prenez un thé sans la payer, on va vous embêter. Non, on va en Iran, c'est un pays normal. Surveillé ou Surveillé, oui, mais ici, il y a 5 ou 6 personnes des renseignements iraniens qui feront un rapport demain matin. Mais ça ne vous empêche pas de parler. Bon, là. Moi, j'aimerais dire quelque chose qui m'a frappé, qui continue à me frapper et qui me surprend toujours. C'est que depuis 2013, il y a eu un changement en Iran, un changement dans l'approche médiatique de ce pays. Oui. L'ouverture prônée par, je l'ai dit Rafsanjani, mais pas du tout par Rouhani. L'accord sur le nucléaire a permis à un grand nombre de Français de se rendre sur place, et ça m'étonne toujours encore, 95% des Français qui se rendent en Iran en reviennent enchantés, notamment en raison du contact de la civilisation, mais également du contact avec la civilisation. Et la grande nouvelle, à une époque, on avait beaucoup de personnes d'un certain âge qui s'y rendaient, des personnes qui connaissaient bien la culture. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes, on va dire entre guillemets bobos, qui partent en sac à dos et qui adorent ce pays. Et on assiste à une véritable croisée des chemins entre cette jeunesse occidentale qui va en Iran et qui adore ce pays, parce que c'est un pays, je ne dirais pas adorable, mais qui est un pays merveilleux, une population merveilleuse, et effectivement, dont on revient, on se dit « Oh là là, c'est pas du tout ce que j'en pensais », mais une même jeunesse du même âge en Iran, qui, quand je me suis rendu sur place, m'a dit « Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu viens en Iran? On essaie de partir et toi tu viens en Iran? Mais t'es fou !» Dernière question. Oui, bonjour, merci pour votre éclairage tous les trois. Compte tenu de tout ce que vous avez dit, comment on peut expliquer ce grand bond dans l'industrialisation malgré les sanctions économiques? Deuxième question, s'il y a le temps, comment, à l'inverse de ce que vous avez dit, on entend de l'autre côté de la barrière ou des frontières que après le Liban, la Syrie, l'Irak, tout ça, ça sera l'Iran. Et alors, est-ce que ce soutien, c'était pas aussi pour contrer un peu tout cela? Et jouer chez les autres, quoi, en étant impliqué dans ces combats d'une manière ou d'une autre. Merci. Votre première question était sur l'industrie. L'industrialisation en Iran a un excellent tissu industriel potentiel. Le potentiel iranien est remarquable. C'est pour que les entreprises, après 2015, sont toutes parties de la fleur au fusil en Iran, disant il y a des milliards de dollars de bénéfices à faire, et c'est vrai. La réalité est tout autre. L'Iran n'exporte quasiment pas de produits industriels, sinon des télévisions, des frigos, des machines à laver en Irak et en Afghanistan. Après le pétrole, la principale exportation, c'est les pistaches et les tapis. Pas de produits industriels. Donc c'est un vrai drame pour les Iraniens parce que c'est l'industrie qui donne des emplois. Aujourd'hui, vous avez des grands panneaux. Ici, grâce à PSA, il y aura une usine de plaquettes de frein embauchant 500 personnes. Et moi, je suis ingénieur iranien et je serai directeur de cette usine. Manque de chance, PSA a dû repartir, l'entreprise ne se créera pas et je suis au chômage. Et je reste au chômage, alors que j'avais l'espoir, il y a encore 15 jours, d'être directeur d'une entreprise de 500 ouvriers faisant des plaquettes de frein pour les voitures de Peugeot. Et donc, l'Iran a un potentiel énorme. Quant à dire que l'Iran sera le prochain conflit après la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Afghanistan, on dit ça depuis très longtemps. Savoir que l'Iran est un pays solide, où le nationalisme, qu'il soit sous une forme pré-islamique, royaliste ou n'importe quoi, chacun a sa forme, est extrêmement fort. Et vraiment stupide celui qui essaiera d'attaquer l'Iran. Dernière question. Je voudrais juste vous poser une question, si vous pouvez m'expliquer l'animosité qu'il y a entre comment ça a commencé et comment ça s'est développé avec l'Arabie saoudite et l'Iran. Est-ce que c'est seulement, pas seulement religieux? Attends, je sais pas sa parole ensuite. Ma question est assez primaire. Non, non, absolument pas. C'est basique. Surtout, quelle est les bases? Comment ça a commencé exactement? L'Iran, en 1979, l'armée américaine et iranienne qui protégeait le pétrole de l'armée soviétique tombe, menace. Le Shah d'Iran, le grand monarque religieux, tombe et c'est une république. Cette république est prise par des religieux, menace encore.
Et cette république est en plus soutenue par le peuple. C'est bizarre. Pour les droits de l'homme, c'est encore plus dangereux. Ils sont contre Israël, quatrième chose. Donc on avait une menace énorme. Quel est le bon pays voisin, qui a un bon islam, qui met les femmes bien au trou, qui est une bonne monarchie pro-occidentale? L'Arabie Saoudite. Et donc pendant 40 ans, nous avons servi la soupe aux monarchies pétrolières qui sont devenues la plus grande puissance de la région. Et aujourd'hui, ils sont très grands et ils ont peur effectivement du retour de l'Iran en 2015. Un accord permettait à ce que l'Iran, dans les 5 ou 10 ans, redevienne un pays à peu près équilibré. Et ça, c'est mortel pour l'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas question de sunnite, chiite, etc. Ça, c'est du cinéma. Moi, juste une dernière, là. Oui, pour la route. J'aurais voulu savoir quel est le statut exact des femmes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une loi comme le Code de la famille au Maghreb, où c'est un consensus, voilà, je voulais savoir exactement quel est le statut légal, juridique. Le statut légal, c'est le Code civil. On n'a pas de code de statut personnel, hein, c'est le code civil. Et selon le code civil, comme je l'ai dit, ça n'a pas changé depuis l'instauration du régime, malgré les luttes multiformes des femmes pour effectivement le changer. Par exemple, les femmes doivent obéir à leurs époux. Donc, il revient au mari de subvenir aux besoins de la famille. Donc, le mari est considéré comme le chef donc de la famille, et donc l'épouse et les enfants sont tenus à respecter ce chef. Et donc, du coup, ça a un impact très important sur l'emploi des femmes, forcément, ce que j'ai dit. Les hommes ont le droit unilatéral au divorce dans le Code civil, c'est-à-dire qu'un homme peut aller au tribunal. En revanche, la répudiation n'existe pas. La polygamie existe. Le mariage temporaire, qui est propre à la charia chiite duodécima, existe. Et donc, un homme aussi peut aller au tribunal, dire au juge « je veux divorcer ma femme ». Et c'est son droit unilatéral. Les femmes peuvent aussi demander le divorce, mais il y a 5 conditions, etc. Donc, effectivement, à ce niveau-là, les femmes ont perdu beaucoup, comme j'ai dit au début, beaucoup de leurs droits. En revanche, en ce qui concerne les droits politiques, elles votent, elles sont éligibles au Parlement, elles ont aussi droit au travail, à l'éducation, etc. Ça, c'est dans les lois. Dans les faits, après, ça dépend de l'interprétation des hommes au pouvoir. Donc, on en est là, si vous voulez, et il y a une résistance acharnée, pas seulement des conservateurs, mais également beaucoup d'hommes réformistes contre le changement du Code civil pour aller vers davantage d'égalité avec des femmes. Pourquoi ? Parce que, comme je reviens à ce que j'ai dit au début, je pense que la question de genre, la question des femmes est vraiment la question principale qui s'oppose à ce régime. Les missiles balistiques, tout ça, pour moi, c'est des détails. Merci. Et donc, une chose, on ne sait pas ce qui va se passer en Iran, bien malin ceux qui disent ce qui ne va pas se passer, mais il faut voir que les femmes, elles ont gagné ce qu'elles ont obtenu aujourd'hui, tout ce qu'elles ont, elles l'ont gagné pied à pied, et ça, ce sont les Iraniens qui l'ont fait, ce ne sont pas les Américains, ni les Mollahs, ni personne d'autre, et les Iraniens, pareil, ont pris la parole en 79, ils n'ont pas quitté cette parole, même si c'est dur pour la garder. Dernière chose, aller en Iran, c'est un des rares pays de la région où on peut se promener tranquille.